Merci beaucoup. Hop, comme ça. Oui, je crois qu'il est 8h30, on va pouvoir commencer. Merci à tous d'être ici. Je salue tous ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer et j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter notre invité du jour, un homme fort. Oui, l'homme fort de la régulation financière en Europe. Vous l'avez devant vous, c'est Olivier Guerson. Nommé par la Commission européenne en juin 2015, directeur général de la stabilité financière et des services financiers de l'Union des marchés de capitaux, soit la DG FISMA, selon l'acronyme usité à Bruxelles, il a la lourde responsabilité de la stabilité financière. La crise des subprimes vous rappelle-t-elle quelque chose? Une secousse sismique mondiale il y a 11 ans. Olivier Guerson ou son action illustre les vertus d'une régulation intelligente et positive. Pendant ces 3 années, il a inlassablement dialogué avec les acteurs financiers et les autorités en charge de la régulation pour mettre en place et adapter le cadre législatif propre à assurer cette stabilité financière, notamment sur les exigences de fonds propres qui s'appliquent aux banques et aux assureurs, sans brider l'activité économique. Saluons-le. Olivier Guerson a quelques goûts dont je vais maintenant vous parler. Et le goût, ça s'éduque. Celui de la chose publique ou de la concurrence, pas si libre que ça et pas si parfaite que ça. Olivier Guerson l'a d'abord cultivé à l'Institut d'études politiques de Bordeaux en 1983. Et puis à l'École nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont il sort major de promo en 1986. Pardon, j'ai relu des trucs historiques ce week-end. J'aime l'histoire. Apprenti, alternant ou autre chose, ce qui est sûr, c'est que dès 1984, il avait rejoint le ministère français de l'économie et des finances pour y réaliser de nombreuses enquêtes pour l'autorité française de la concurrence. En 1992, cap pour Bruxelles, où il intègre la Commission européenne et rejoint la Merger Task Force de la Direction générale de la concurrence. Il y poursuit ensuite toute sa carrière en développant son action et ses responsabilités au sein des cabinets des différents commissaires européens, Karel van Miert, Michel Barnier et Neelie Kroes, et dans les services de la DG Concurrence. En 2009, il est promu directeur de la direction lutte anti-cartel à la DG Concurrence. Depuis 2010, au sein de cette DG, prépondérante sur l'organisation des services financiers de l'Union européenne, Olivier Guerson a travaillé successivement aux côtés de Michel Barnier, Jonathan Hill et enfin Vladis Dombrovskis. Et depuis le 1er juillet 2014, Olivier Guerson est directeur général adjoint en charge des services financiers. Dès septembre 2015, il est nommé directeur général au sein de la Direction générale Stabilité financière, Services financiers et Union des marchés de capitaux, DG FISMA. Celui que la République a éduqué et formé s'est à son tour inscrit dans la transmission et la valorisation du capital humain en devenir. Olivier Guerson intervient régulièrement dans le cadre de formation universitaire de 3e cycle dans son ancienne école ou à l'université. Et dans la sphère privée qui reste publique, Olivier Guerson est administrateur d'une association belge de soins d'hospitalisation à domicile, principalement pour des malades atteints de cancer. Alors qu'avons-nous, nous, AFTE, à partager avec Olivier Guerson, ici présent? D'abord, notre préoccupation sur la finance responsable. L'AFTE s'est positionnée sur le sujet de la finance green il y a 2 ans déjà, par une lettre publique à la Direction générale du Trésor. Elle l'a alerté sur les coûts de financement plus élevés que pour des émissions standards et sur le risque de segmentation du marché. Depuis, le monde s'est structuré. Nous avons désormais des green bonds et des social bond principles édictés par l'IMA, auxquels se référer, et dont de nombreuses émissions ont vu le jour,
environ 130 milliards d'euros en 2017 selon l'ICMA. La FTE, entendez-le bien, monsieur le directeur général, veut résolument participer au débat. Appuyez-vous sur nous. Nous sommes convaincus que les financements responsables sont un compartiment de marché qui va se développer dans l'ensemble des financements d'entreprises. Vous trouverez à la FTE abondance de compétences, un flux d'idées saines et pragmatiques, je le redis parce que pragmatique, pour que la finance responsable se développe dans les meilleures conditions possibles. Lors de vos prises de parole, monsieur le directeur, vous avez affirmé que nous avons besoin pour financer une croissance durable en termes environnementaux et sociaux et de régulation et de l'engagement des acteurs du marché. Vos auditeurs d'aujourd'hui, à savoir les adhérents de la FTE et les journalistes qui nous font l'honneur de suivre nos travaux, seront attentifs aux précisions que vous apporterez, particulièrement sur vos attentes concernant les acteurs de marché. Je terminerai par le Brexit. En septembre 2017, la FTE a vigoureusement appelé à ce que la compensation des opérations en devise européenne soit effectuée dans l'Union européenne post-Brexit. Les pouvoirs publics français relaient le message de la Commission européenne et préviennent les acteurs financiers qu'un hard Brexit ne doit pas être exclu et qu'en tout état de cause, les services financiers ne feront pas partie de l'accord de libre-échange. Les acteurs de la finance doivent prévoir des scénarios de relocalisation. Les indicateurs montrent que cela peut être positif pour la place de Paris. Alors, une question simple, où en est-on ? Avant de vous laisser la parole, je recommande à nos adhérents de consulter l'agenda des réunions organisées par la FTE. Vous verrez que les rencontres reprennent à un rythme très dynamique. Sur septembre, 5 rendez-vous sont d'ores et déjà programmés à Paris, Strasbourg, Grenoble, Lille et Bordeaux. Les sujets traités vont de la norme IFRS 9 au pilotage du cash, sans négliger la menace sur les taux de change que constituent les nouveaux protectionnismes. Et bien évidemment, vos agendas sont verrouillés sur les journées de la FTE, les 13 et 14 novembre 2018, au Palais Brognard, sur le thème volontairement mais positivement provocateur « Europe is back ». Monsieur Guersan, encore une fois, un grand merci d'être avec nous et nous vous écoutons. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci beaucoup, Madame Saliba, pour vos mots d'introduction. Je ne sais pas si vous avez parlé, je crois que vous avez parlé d'un poids lourd. J'ai eu peur un instant que vous fassiez allusion à mon passé de joueur de rugby et à mes plus de 100 kilos. Bon, j'ai été rassuré par la suite. Vous l'avez dit, oui, j'ai le goût de la chose publique, c'est venu assez tôt, puisque j'ai la caractéristique d'être fils d'enseignant. Donc, ça vous forme un homme à l'école de la République, en effet. Et puis j'ai une autre chose en commun avec vous. Vous avez eu la gentillesse de rappeler mon engagement associatif. Et donc je suis trésorier de 5 associations qui emploient en tout 70 soignants et qui fournissent et des soins à domicile et des appartements thérapeutiques à Bruxelles et dans la région de Bruxelles, pour toutes sortes de patients, mais essentiellement des patients cancer et notamment des enfants atteints de cancer. Donc j'ai une petite expérience des difficultés de la trésorerie d'entreprise, notamment pour des entreprises qui n'ont aucune vocation et d'ailleurs aucune possibilité de faire du profit. C'est plutôt des pertes de manière récurrente. Donc ça n'en est que plus challenging. Alors, permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette invitation. Vous avez souhaité que j'aborde 2 thèmes qui ne sont pas complètement sans lien, qui sont où en est-on de l'union des marchés de capitaux, un peu l'union des marchés de capitaux Covadis, et le Brexit. Je vais revenir sur les liens qui peuvent unir ces 2 sujets, et je vous remercie de me donner l'opportunité de les aborder avec vous. Et puis j'ai bien compris, ensuite, vous avez souhaité pouvoir poser des questions, et c'est avec plaisir que j'y répondrai.
Vous avez également signalé qu'il y avait la présence de journalistes, ce qui me ravit, mais qui rendra ma parole un tout petit peu plus contrainte. Vous le comprendrez aisément. Alors, donc, commençons par la création de l'Union des marchés de capitaux. L'Union des marchés de capitaux, c'est un projet important. Vous avez rappelé mon parcours. Effectivement, je suis un homme de la concurrence jusqu'à 2009. En 2009, Michel Barnier devient commissaire, notamment aux services financiers. Et nous avions travaillé brièvement ensemble lorsqu'il avait été commissaire la première fois. Et j'avais été à son cabinet pendant 18 mois. Et à ma grande surprise, à peine apprend-il qu'il est commissaire, qu'il vient me voir et qui me dit Olivier, je deviens commissaire, je suis d'accord avec Sarkozy, on va prendre les services financiers, vous serez mon directeur de cabinet. Je dis Michel, c'est une très très bonne idée, sauf que la dernière fois que j'ai fait de la finance, c'était à l'université. Et elle a un peu changé depuis. Donc en clair, j'y connais pas grand-chose. Et il me répond c'est pas grave, moi non plus. Et c'est comme ça que nous sommes partis pour mettre en œuvre l'agenda du G20 et vous faire subir une petite cinquantaine de réglementations financières qui ont à peu près refait le cadre financier dans tous les domaines et dont on subit encore la fin de la queue de cyclone avec les actes de niveau 2. Je disais tout à l'heure, avant le début de cette conférence, que nous allons encore adopter cette année à peu près 150 actes de niveau 2, et sur les 3 premiers mois de l'année prochaine, il en restera une toute petite centaine. Puis ensuite, ça sera fini avec le tsunami Barnier. Mais bon, il restera des choses. Et donc Michel Barnier, en fait, c'est un peu le grand-père, parce que le père, c'est Jonathan Hill, de l'Union des marchés de capitaux. À l'époque, on appelait ça le financement de long terme. Alors, l'Union des marchés de capitaux, c'est plus riche que ça, mais il avait remarqué, Michel, qu'on avait plus de ressources en termes d'épargne qu'on n'en avait jamais eu en Europe, mais que cette épargne, il y avait un appétit pour la liquidité extrêmement fort, alors que dans le même temps, on a des besoins en financement long qui ne sont pas satisfaits. Et il en résulte des pertes ou des manques à gagner en termes de compétitivité. C'est ajouté à ça, évidemment, la problématique de la durabilité, mais j'y reviendrai dans un instant. Donc, c'est un peu le grand-père de l'Union des marchés de capitaux. Et l'Union des marchés de capitaux, ça répond à plusieurs objectifs. D'abord, réparer cette défaillance de marché, finalement. Pourquoi est-ce que la connexion ne se fait pas entre ces piles d'épargne et ses besoins? Quelles sont les intermédiations à restaurer ou à créer? Et puis, pourquoi se fait-elle à Londres et pas ailleurs? L'Union des marchés de capitaux, c'est d'abord ça. L'Union des marchés de capitaux, c'est ensuite, si nous y réussissons, la capacité d'avoir plus de transferts privés, notamment à l'intérieur de la zone euro, et donc un effet stabilisateur, notamment par rapport au choc asymétrique sur la zone euro. Il est à peu près clair maintenant qu'on n'aura jamais suffisamment de transferts publics dans la zone euro pour avoir des effets stabilisateurs en présence de chocs asymétriques. Et donc, il est important qu'il y ait également des transferts privés. Si l'Union des marchés de capitaux fonctionne, ça permet également de faire ça. Troisièmement, la crise a fragmenté l'Europe. Et elle a même fragmenté la zone euro. Vous êtes les premiers concernés, vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, la même entreprise, pour trouver à se financer, si elle est en Grèce ou si elle est en Allemagne, elle peut avoir exactement les mêmes caractéristiques, être tout aussi performante, tout aussi compétitive. Les conditions de financement seront radicalement différentes, pour autant que celle qui se trouve en Grèce trouve à se financer. L'Union des marchés de capitaux, c'est un moyen également d'essayer de remédier à une partie de ce problème. Et puis, ce que nous a appris la crise, c'est que nous sommes surdépendants du moteur de financement bancaire. Alors, il faut bien se mettre d'accord. L'Union des marchés de capitaux, ça ne consiste pas à essayer de réduire le financement bancaire. Ça consiste à essayer de faire croître le financement non bancaire des entreprises, ce qui, entre autres avantages, et indépendamment des avantages que je viens de mentionner, présenterait l'intérêt, y compris dans les pays cœurs dans lesquels il n'y a pas de problème d'accès aux finances, d'avoir une différence qualitative.
que j'essaye d'expliquer à mes amis allemands, et notamment à mes amis des Sparkassen, c'est que, bien sûr, en Allemagne, quand on est une entreprise, on trouve à se financer de manière abondante et peu chère. En crédit, pas nécessairement en equity. Et les Allemands, comme nous, et comme tout le monde, peut-être même plus que nous, voient leurs jeunes pousses dans les domaines qui ont besoin de capital partir ailleurs, parce que ce capital, ils ne le trouvent pas, ou pas facilement, en Allemagne, comme ils ne le trouvent pas très facilement en France, et d'une manière générale, en Europe continentale. Alors si on a de la chance, jusqu'à présent, elle partait en Grande-Bretagne, puis si on a un peu moins de chance, elle partait aux États-Unis. Et si on ne réussit pas avec l'Union des marchés de capitaux, ça va continuer. Accessoirement, la Grande-Bretagne ne fera plus partie de l'Union européenne, donc ça sera encore un peu plus problématique. Voilà quels sont les déterminants de l'Union des marchés de capitaux. Et le plan d'action initial de septembre 2015 prévoyait 33 mesures. Elles ont pratiquement toutes été mises en place depuis. Mais évidemment, ce n'était que le commencement. Nous avons fait une évaluation à mi-parcours en juin 2017 qui nous a permis de dégager 9 mesures supplémentaires pour intégrer des nouveaux défis politiques, économiques et technologiques, notamment le Brexit, j'y reviendrai, mais aussi le développement de la FinTech, la finance durable que vous avez mentionné, madame, et quelques autres sujets. Et puis enfin, en mars 2018, nous nous sommes engagés avec 2 nouvelles vagues de mesures dans le domaine de la FinTech d'une part et de la finance durable d'autre part. Donc, l'Union des marchés de capitaux n'a cessé d'évoluer depuis son lancement en 2015, de grossir en importance pour essayer de répondre aux nouveaux défis auxquels les économies européennes sont confrontées. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Le bilan est contrasté. D'une part, sur les 70 mesures qui ont été annoncées en tout, 39 ont été adoptées de manière définitive. Ça comprend notamment toutes les propositions législatives et la quasi-totalité des temps de transaction initiales. Parmi les réalisations les plus importantes, on peut citer l'adoption des propositions législatives pour soutenir le capital risque, la titrisation et faciliter l'émission de produits de dette ou d'actions via différents canaux. L'objectif initial, tel qu'annoncé en septembre 2015, était de mettre en place les bases, les fondations d'une union des marchés de capitaux d'ici à 2019, et nous sommes confiants que ce sera le cas. Pour autant, et nous l'avons dit dès le début du projet, l'union des marchés de capitaux, ce n'est pas comme l'union bancaire. L'union bancaire, c'est une construction institutionnelle, c'est une cathédrale. L'union des marchés de capitaux, c'est quelque chose de plus touffu, de plus complexe, et aussi qui produira ses effets sur un temps plus long. C'est un projet de long terme, aux multiples facettes. Il va bien au-delà de 2019. Les effets des mesures qui sont prises par la Commission ou adoptées par les co-législateurs ne pourront pas être observés du jour au lendemain. Quand on a mis en place le superviseur unique dans l'union bancaire, on a eu une révolution du jour au lendemain. Quand vous mettez en place un label pour la titrisation de haute qualité, vous ne voyez pas les effets du jour au lendemain. Et donc, il est clair que, qu'est-ce qu'on veut dire par mettre en place les bases ? On veut dire que nous, on fournit un squelette. Mais ce n'est pas l'union des marchés de capitaux de la Commission. La Commission, elle essaie de repérer qu'est-ce qui fait que les intermédiations ne se faisaient pas, ou se faisaient mal, ou ne se faisaient pas dans des quantités suffisantes, de restaurer un système d'incitation qui va amener les marchés à le faire, mais ensuite il faut que les États membres et les marchés habitent ce système. La Commission seule, elle ne peut faire qu'une chose, c'est mettre en place les bases. Ensuite, c'est à vous, c'est aux États membres de faire en sorte que, d'abord, on ait à peu près la même union des marchés de capitaux partout, j'y reviendrai dans un instant, et puis c'est à vous de l'habiter, vous les acteurs de marché. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça prendra nécessairement du temps. Comme disent les anglo-saxons, il faut mettre de la chair sur les os. Nous, on fournit les os, le squelette. Quels sont nos objectifs
d'ici à la fin du mandat et l'arrivée d'une nouvelle commission à la fin de 2019. Évidemment, notre premier objectif, c'est de finir de mettre en œuvre les mesures auxquelles nous nous sommes engagés depuis septembre 2015. Nous avons déjà fait beaucoup, je vous l'ai dit, mais il y a encore beaucoup de travail. Et j'ai confiance que nous arriverons encore à produire des résultats significatifs d'ici à la fin de ce mandat. Mais comme vous le savez, d'ici à la fin de ce mandat, c'est singulièrement raccourci par le fait que le Parlement européen va disparaître pour partir en campagne au début d'avril. Et donc, la réalité, c'est que l'année 2019, elle s'arrête en avril, sur le plan législatif. Et donc, il faut obtenir que le maximum des propositions législatives que la Commission a adoptées et qui sont encore sur la table du Parlement et du Conseil soient adoptées. Aujourd'hui, il reste 13 propositions législatives dans le domaine de l'Union des marchés de capitaux sur la table des co-législateurs, et à quelques mois de la fin de la législature, c'est beaucoup. Surtout qu'ensuite, on aura à peu près quasiment un an pendant lequel on n'aura pas d'activité de législateur. Parce que le Parlement va d'abord partir en campagne, ensuite ils vont être élus, ensuite ils vont se consacrer, ce qui promet d'être un peu plus compliqué peut-être que les fois d'avant, à l'adoubement du futur président de la Commission, Spitzenkandidat, pas Spitzenkandidat, on verra. Ensuite, il faudra qu'il valide le nouveau collège. Vous savez que de plus en plus, les auditions des commissaires sont une tâche rude pour les commissaires comme pour les parlementaires. Ça fait maintenant plusieurs mandatures de suite qu'il y a au moins un commissaire qui est rejeté. Et ça ralentit d'autant le processus. Pour vous donner une idée, lorsque j'étais le directeur de cabinet de Michel Barnier, nous aurions dû entrer en fonction en novembre 2009, nous sommes entrés en fonction le 16 février 2010. Donc, il est raisonnable de s'attendre à quelque chose du même genre. La même chose était arrivée à peu près au président Juncker d'ailleurs. Et donc, quand le nouveau Parlement va arriver, une fois qu'il aura fini de faire tout ça, il va se doter de ses propres structures. Donc, ils vont élire leur président de commission, etc., etc. On arrive en mars. Et donc, il y a quasiment une année blanche sur le plan législatif. C'est pour ça qu'il est important que ces propositions soient adoptées avant que le Parlement ne cesse ses activités, afin qu'ensuite les États membres puissent les transposer et les marchés puissent les habiter. Une partie de ces propositions ne pose pas de problème, une partie est plus problématique. D'une manière générale, ce qu'on constate quand même dans tous les domaines, je le constate également dans le domaine de l'achèvement de l'union bancaire, c'est que les États membres sont frileux. Il n'y a pas que dans le secteur financier qu'il y a un repli sur soi de la part des États membres, mais c'est aussi perceptible dans le secteur financier. Et c'est doublé de cette sensation qu'ont, à tort, à mon avis, les ministres de l'économie et des finances, que, ma foi, la crise est finie. Et donc, il n'est pas urgent de mettre en place de manière complète les mécanismes qu'on a imaginés au plus fort de la crise pour essayer de la juguler. C'est typiquement le cas de l'Union des marchés de capitaux, mais aussi de l'Union bancaire, pour laquelle on est encore en train de discuter 5 ans après que les ministres des Finances soient mis d'accord sur la nécessité d'avoir un backstop public pour l'Union bancaire, sur les modalités de ce backstop qui aujourd'hui n'existe pas. Donc aujourd'hui, l'Union bancaire fonctionne, mais elle n'est pas adossée à un souverain zone euro. Ce qui est une faiblesse naturellement. Et il ne semble pas y avoir de grand enthousiasme pour le faire, je dois le dire, à la notable exception de la France, qui, lors du quinquennat précédent, et plus encore dans ce quinquennat-ci, pousse pour qu'on fasse ce qu'on a dit, tout simplement. Alors, certaines des propositions, je reviens à l'Union des marchés de capitaux, qui sont sur la table, on peut être optimiste, soit parce qu'il existe déjà un accord entre les États membres,
et que les discussions avec le Parlement ont commencé ou vont bientôt commencer. C'est le cas, par exemple, de la création de plans de retraite pan-européens, le PEP, ou pour la proposition qui vise à faciliter la distribution à l'intérieur de l'Union européenne des fonds d'investissement. D'autres propositions pour lesquelles on peut également avoir bon espoir, parce qu'elles sont finalement assez simples et assez consensuelles, ou bénéficient d'un fort soutien politique, devraient également pouvoir être adoptées d'ici aux prochaines élections. Par exemple, les propositions visant à faciliter l'émission de titres sur les marchés pour les PME, et celles qui visent à encadrer le marché en pleine croissance du crowdfunding. Il en va de même des 3 propositions qui favorisent le développement de la finance durable, et vous avez, Madame, rappelé l'action de la Commission résolue dans ce domaine. Un mot sur la finance durable, peut-être. Les enjeux sont assez simples. Tous les experts s'accordent à dire que, après avoir beaucoup parlé et peu fait, la fenêtre d'opportunité pour limiter le réchauffement à 2 degrés en 2100 est maintenant singulièrement raccourcie. En gros, on a 10 ans devant nous. Dans 10 ans, si on a fait dans les 10 années qui viennent la même chose que ce qu'on a fait dans les 10 années passées, ça sera fichu. Et on s'accorde à penser qu'au-dessus de 2%, au-dessus de 2 degrés, les phénomènes climatiques du type de ceux qu'on a vus cet été en Europe ou qu'on vient de voir au Japon vont devenir monnaie courante. Et évidemment, plus on monte au-dessus de 2 degrés, et pire ça devient. Pour ce qui concerne l'Europe, si nous voulons respecter nos objectifs, ça veut dire 180 milliards d'investissements par an. Et simplement hors de question que ce soit financé uniquement sur fonds publics. Et donc, c'est assez simple, il faut rediriger une partie de l'épargne vers des financements non seulement longs, et on en a besoin parce que nous vieillissons, mais également durables. D'autres propositions sur la table posent plus de problèmes, et elles posent plus de problèmes à cause des effets que j'ai évoqués il y a un instant. Les États membres pensent qu'il n'y a pas une urgence folle à solidifier le système européen, puisqu'après tout va bien. Moi, je ne pense pas forcément que tout va bien. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons de redouter le futur, que si on regarde bien, on pourrait trouver beaucoup de sources possibles à une prochaine crise. Et alors évidemment, c'est comme toujours, comme l'économie est tout sauf une science prédictive, personne ne sait exactement d'où ça va venir, ni exactement quand. À peu près la seule certitude, c'est qu'un jour ou l'autre, plutôt un jour que l'autre, il y aura une prochaine crise et qu'il vaudra mieux être mieux armé ce jour-là. Donc, comme dit Madame Lagarde, il faudrait peut-être finir le toit pendant qu'il fait beau. Et une de ces initiatives, c'est celle qui vise à solidifier et renforcer la structure de nos autorités européennes de supervision. Et notamment l'ESMA, c'est-à-dire l'autorité de supervision des marchés. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Une raison assez simple quand même. C'est difficile d'avoir une union des marchés de capitaux s'il y en a une désunion des superviseurs. Nous vendons aux investisseurs européens et aussi étrangers ce qu'on appelle notre single rule book. On vous dit, c'est formidable, en Europe, au marché intérieur, vous n'avez qu'une règle. Et puis ils s'aperçoivent assez rapidement, quand ils arrivent ici, que ce n'est pas vrai. Parce que certes, il n'y a qu'un texte législatif. On a essayé avec Michel Barnier de faire le plus souvent possible des règlements, de sorte qu'on n'ait pas des variations nationales. On a été obligé de faire aussi quelques directives. Mais même quand il y a des règlements, ils sont appliqués par des superviseurs européens qui ont assez peu d'obligations d'en avoir une interprétation commune. Et quand elles ont une interprétation très divergente, par exemple plus laxiste, le système n'a généralement pas de pouvoir de les ramener à la raison de manière contraignante. Nous avons donc fait des propositions en ce sens. Il me semble que dans la perspective du Brexit et des phénomènes de relocalisation qui se produisent,
présente aussi un certain sens de ne pas prendre le risque d'avoir une concurrence réglementaire et une course avec une adaptation par le bas des standards de supervision. Malheureusement, ce projet est bloqué depuis des mois au Parlement, au Conseil, et malgré tous les efforts de la Commission, il n'est pas certain que nous puissions le débloquer avant la fin de ce mandat. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé d'un bilan contrasté. Si on se tourne vers le futur, nous allons commencer un nouveau mandat à la fin de 2019 ou au début de 2020. Comment doit évoluer l'Union des marchés de capitaux? Alors évidemment, il faut faire ce qu'on a déjà décidé, il faut terminer ce que nous avons mis en chantier, mais quels sont les défis auxquels l'Union des marchés de capitaux devra répondre dans le futur? Le premier défi, c'est évidemment le Brexit. Nous avons modelé l'Europe en acceptant de faire de Londres non seulement la place financière de l'Europe, il faut quand même voir que Londres, dans les années 90, n'était pas la première place financière mondiale, de très loin. C'est une place qui se comparait à la place de Paris. Et nous avons accepté d'en faire la place financière de la zone euro. Dans la perspective d'une union des marchés de capitaux, est-ce que l'Union à 27 peut rester surdépendante d'un centre financier qui ne sera plus en son sein pour son financement de capital? Évidemment que nous allons rester interdépendants. D'abord, Londres ne va pas disparaître de la carte, et ce n'est ni notre intérêt ni notre intention. Mais les Britanniques ne veulent pas rester surdépendants de l'Europe, et donc ils cherchent des débouchés ailleurs, c'est bien naturel. C'est jamais bon d'avoir un seul client, vous le savez mieux que moi. Et c'est pas très bon non plus d'avoir un seul fournisseur. Et donc l'Europe doit se mettre en capacité d'être mieux à même de recycler sa propre épargne. Ça ne veut pas dire qu'elle ne passera plus par Londres, elle continuera de passer par Londres pendant longtemps et pour une partie importante de son activité, mais nous devons nous mettre en capacité d'avoir des centres autonomes, financiers, plus importants, qui contribuent à notre autonomie de décision. Donc nous devons y réfléchir. Ce n'est pas contre les Britanniques, c'est pour nous. Nous devons nous mettre en ordre et décider comment voulons-nous modeler entre nous la finance de marché en Europe. Deuxièmement, la montée du protectionnisme au niveau mondial risque d'accroître une fragmentation déjà bien entamée par le Brexit. Comment y répond-on, notamment dans le domaine de la finance et notamment de la finance de marché? Troisièmement, le défi démographique auquel nous sommes confrontés n'a pas l'air d'être parti pour s'arranger. Et donc, comment y répondons-nous tant en matière de réorientation de l'épargne existante et comment prévoyons-nous un monde dans lequel cette épargne va se réduire? Et puis, quatrième défi, nous avons, je l'ai dit, un besoin criant d'investir dans nos infrastructures, et notamment dans nos infrastructures de développement durable. Ça veut dire les réseaux d'énergie, mais ça ne veut pas dire uniquement les réseaux d'énergie, c'est encore bien d'autres choses. Enfin, comment, en Europe, appréhendons-nous la convergence entre le monde de la finance et les développements technologiques? C'est à dessein que j'emploie cette formulation, parce que ce n'est pas seulement les fintech. C'est aussi les cybermenaces, etc. C'est également les fintech. Comment nous mettons-nous en capacité de potentialiser nos excellents systèmes universitaires, notre recherche fondamentale de qualité, pour que lorsqu'on arrive près du marché, les entreprises restent en Europe,
ce qui postule qu'elle trouve à s'y financer, mais qu'elle trouve aussi un environnement réglementaire favorable à des petites entreprises, des petites structures, très mobiles, mais aussi avec un potentiel disruptif important. Et ça, c'est un vrai défi pour le régulateur. Comment on trouve la bonne carburation entre sécurité et intégrité des marchés et capacité de ces entreprises à se développer? Donc, vous le voyez, les sujets de réflexion ne manquent pas, et nous sommes engagés depuis le début de l'été au sein de la DG FISMA dans cette réflexion pour essayer de dégager les grands axes de notre action pour les 5 ans à venir. J'en viens maintenant au Brexit. C'est un défi collectif. Et nous devons le relever ensemble. Alors moi je regrette la décision du Royaume-Uni, je suppose que la plupart d'entre vous la regrettent également, mais enfin, c'est comme ça. Il n'y a quand même pas beaucoup de chance pour que ça change. Comme beaucoup, j'aimerais bien. L'air quand même d'être un événement à probabilité relativement faible. Et donc, on a quand même plus de chances de devoir traiter la question du Brexit que de ne finalement, par un espèce de redressement miraculeux, de ne pas avoir à le faire. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en mars dernier, Michel Barnier et son homologue, qui à l'époque était David Davis, sont arrivés à un accord sur 80% de la première étape, qui est le traité, l'article 50, c'est-à-dire la structure de défaisance, en quelque sorte. Évidemment, comme disait Churchill, il y a le mensonge, le fichu mensonge et la statistique. 80%, par ordre croissant, 80%, ça ne donne pas une bonne idée, parce que les 20% qui restent sont les plus difficiles. Mais enfin, c'est quand même déjà très bien. Ils se sont mis d'accord sur énormément de choses, et il reste évidemment des sujets très, très, très prégnants, notamment le sujet de la frontière nord-irlandaise, qui est quand même le sujet le plus délicat. Moi, je continue d'espérer que ce traité va voir le jour. Mais enfin, ce n'est pas sûr. C'est le moins qu'on puisse dire. Et s'il voit le jour, encore faudra-t-il qu'il soit ratifié. Et il devra être ratifié. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il ne devra pas être ratifié par le Parlement wallon et quelques autres, mais enfin, il devra être ratifié par le Parlement européen et par les communes. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que, quel que soit ce traité, plus il aura de chances d'être ratifié par le Parlement européen, moins il aura de chances d'être ratifié par les communes, et réciproquement. Et donc, il y a probablement un chemin étroit au milieu où on peut être ratifié par les deux, mais en tout cas, c'est compliqué. Et puis, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai un peu de mal à m'y retrouver aux communes depuis déjà quelques temps. Et je pense que les Anglais eux-mêmes, même lorsque ce sont des analystes fins de la situation politique domestique, ont également du mal. Tout ça pour vous dire qu'il est difficile aujourd'hui d'exclure quelque scénario que ce soit. Et donc, ça veut dire que vous, comme moi, on doit espérer le meilleur et se préparer au pire. Tous les acteurs de marché, les institutions financières, leurs clients, les émetteurs, les investisseurs, et particulièrement ceux qui ont des opérations transfrontalières, doivent se préparer pour ce scénario catastrophe, qui est un scénario dans lequel il n'y a pas d'accord, parce que s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas non plus de transition. Et donc, le 30 mars à minuit, enfin à 0 heure, alors qu'à 23h59, le Royaume-Uni était un membre à part entière de l'Union européenne, à 0h01, ils sont un État tiers à part entière, gouverné uniquement dans la relation avec l'Union européenne par les règles de l'OMC. Ça, c'est le scénario catastrophe. Évidemment, Michel Barnier, son équipe de négociateurs, mettent tout en œuvre pour l'éviter.
Et il y a encore beaucoup de chances que nous réussissions à l'éviter. Mais la probabilité pour que nous n'y arrivions pas est suffisamment importante pour que vous deviez vous préparer. Et nous aussi. Si nous y arrivons, nous aurons une période de transition jusqu'au 31 décembre 2020, ce qui laissera 21 mois supplémentaires à vous pour vous adapter et à nous pour négocier un régime de relations à long terme. Un mot peut-être pour vous dire que, toujours plus préoccupé par son propre sort que par celui des autres, mais vous êtes des trésoriers d'entreprise et vous n'êtes pas nécessairement des trésoriers d'entreprise financières. Je crois même savoir que la plupart de vous ne le sont pas. Et donc, je suppose que vous avez, comme moi, une conscience aiguë du fait que ce n'est pas nécessairement dans les services financiers que les problèmes que pose le Brexit seront les plus difficiles à résoudre. Parce que certes, c'est compliqué, certes, Londres est important, mais enfin, les services financiers, c'est mobile. Et c'est mobile assez facilement, malgré tout. Alors, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie, mais c'est quand même plus facile de transporter un asset manager de Londres à n'importe où dans l'Union à 27, pour ne favoriser personne, que de démonter des chaînes de production automobile ou de réorganiser la logistique d'Airbus. Incontestablement, les enjeux sont différents. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préparer, mais on a la tâche un peu plus facile quand même. Vous êtes parmi les clients les plus directement attaqués par ces différentes disruptions possibles, à la fois de chaînes d'approvisionnement, à la fois de chaînes de distribution et à la fois de services post-Brexit. Vous devez vous préparer et vos contreparties financières doivent se préparer et s'assurer qu'elles seront en mesure de vous fournir leurs services au matin du 30 mars prochain. Dans tous les scénarios, nous aidons les différents acteurs financiers à le faire. Les superviseurs sont très actifs. Il est clair que cette adaptation doit se faire, mais qu'elle ne peut pas se faire aux dépens des exigences de stabilité financière, ni aux dépens des exigences d'intégrité des marchés, de protection des investisseurs ou d'une concurrence juste et à laquelle je suis attaché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les services financiers régulés, ceux pour lesquels une autorisation est indispensable, il faut que les établissements britanniques qui perdront leur passeport européen aient entrepris dès à présent les démarches nécessaires pour obtenir les autorisations requises au sein de l'Union à 27. Vos contreparties ont pour la plupart entamé ce processus d'adaptation et pour les plus sérieux, ils l'ont entamé depuis longtemps. Pour celles qui n'ont pas commencé, il est urgent que vous leur posiez la question, surtout si vous êtes exposé de manière importante. De la même manière que les producteurs manufacturiers doivent adapter leur chaîne logistique à l'introduction des procédures de douane, les acteurs des services financiers doivent réapprendre à échanger avec des contreparties qui seront désormais établies dans des pays tiers. Et le cadre réglementaire européen qui régit les relations avec les pays tiers, avec la prudence nécessaire afin de garantir la stabilité financière. Nous savons que certaines questions sont complexes, certaines sont même très complexes, et que cette adaptation peut être coûteuse. Certains prestataires n'auront pas d'autre choix que d'établir une présence commerciale dans l'Union. Dans certaines autres activités, ce ne sera pas nécessaire. Certains d'entre vous jugent peut-être que le Brexit en soi ne fait pas de sens, mais encore une fois, ce n'est plus le sujet du jour. Maintenant, il faut s'adapter non seulement à un Brexit, mais à un Brexit sans transition, à partir du moment où cette probabilité est devenue significative. Alors nous travaillons beaucoup sur ces scénarios, avec les acteurs de marché, avec les superviseurs, au niveau national, au niveau européen. Nous faisons tout pour que, dans cette hypothèse, qu'encore une fois, nous espérons éviter, mais enfin, si elle se produit, les choses se passent de la manière
la plus normale possible et la moins disruptive au matin du 30 mars 2019. Nous avons publié depuis février beaucoup de notices sur les conséquences d'un Brexit sans transition. Nous sommes heureux que nos collègues britanniques aient maintenant publié depuis la fin du mois d'août leurs propres notices. C'est important. Nous travaillons avec eux dans un groupe qui a été établi avant l'été et qui est présidé par Mario Draghi et Mark Carney, assisté par Madame Braddock du Trésor britannique et moi-même. Et ce groupe a pour vocation de faire plusieurs choses. La première, c'est de faire un mapping des risques. Donc ça, c'est ce que nous faisons en ce moment, d'une manière consensuelle et en bonne intelligence. Et lorsque nous aurons un mapping des risques, nous verrons dans quelle mesure les acteurs privés sont bien préparés, dans quelle mesure, ici ou là, ils devraient se préparer mieux. À ce moment-là, nous le leur demanderons. Et puis, on verra ce qu'il reste. Et pour ce qu'il reste, nous envisagerons ensemble quelles sont les mesures éventuellement publiques qui devront être prises. Parce qu'il nous revient, à nous comme à vous, de nous préparer à cette éventualité. Alors, ce travail est important et doit être fait sérieusement. Certains ont suggéré qu'on pouvait en faire l'économie en insérant dans le texte de l'accord article 50 des dispositions qui permettraient d'appliquer des clauses dites du grand-père, de grandfathering, entre le Royaume-Uni et l'Union à 27. Évidemment, si on réfléchit 2 minutes, on s'aperçoit que s'il n'y a pas d'accord, il n'y a plus de clause, et donc il n'y a plus de grandfathering. Et donc, c'est intéressant, mais c'est intéressant uniquement si on a un accord. Et si on a un accord, on a quand même beaucoup moins de problèmes. Donc, le serpent se mord un peu la queue. Nous avons aussi réfléchi à un certain nombre de solutions, entre guillemets, qui ont été proposées par diverses parties et divers groupes d'intérêt. Donc, clause du grand-père, j'en ai parlé, procédure simplifiée d'autorisation, transfert express des portefeuilles de contrats. Je crains que beaucoup de ces idées ne résistent pas à une analyse détaillée de leurs implications juridiques ou opérationnelles. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de faire le travail de fond, c'est-à-dire d'évaluer en détail vos risques. Permettez-moi de m'attarder un instant sur les 3 principaux risques qui ont été identifiés pour la stabilité financière, c'est-à-dire la compensation des contrats dérivés, les contrats dérivés de gré à gré non compensés et les contrats d'assurance transfrontaliers. Pour la compensation, vous savez que les chambres de compensation britanniques concentrent la majorité de l'activité, pour ce qui est par exemple des contrats de taux en euros. Et nous examinons de près les actions qui sont entreprises par les acteurs de marché et les évolutions du secteur. Nous disposons également d'outils pour intervenir si cela devait s'avérer nécessaire. Le deuxième risque que nous avons identifié, les contrats de dérivés de gré à gré, conclus avec des contreparties britanniques, qui perdront leur autorisation en mars prochain, s'il n'y a pas d'accord. Là, nous avons analysé en détail le cadre réglementaire européen ainsi que les cadres nationaux, et contrairement à ce qu'on entend partout, ce n'est pas la validité des contrats qui est en cause. Les contrats, ils existent et ils resteront valides. Le droit britannique restera existant. Et donc, dans l'immense majorité des cas, ces contrats pourront continuer à être exécutés post-Brexit jusqu'à leur maturité. Un certain nombre d'amendements ou d'événements usuels resteront possibles pour ces contrats, même s'ils peuvent nécessiter, dans certains États, une autorisation d'exercice, mais pas dans d'autres, puisqu'il s'agit là de quelque chose qui n'est pas harmonisé. La solution la plus simple pour se prémunir contre le risque reste le transfert des contrats. C'est d'ailleurs la solution que la plupart de vos banquiers ont choisie, le cas échéant dans des entités autorisées au sein de l'Union à 27. Peut-être un mot pour dire que la migration de ces contrats, pour vous qui êtes la contrepartie, ce
c'est aussi une occasion de rejeter un coup d'œil à ces contrats et éventuellement de les renégocier, notamment les plus vieux d'entre eux. Enfin, je vous dis ça, je ne vous dis rien. Parce que les plus anciens d'entre eux, pour en avoir vu quelques-uns, je pense que si on vous les proposait maintenant, vous ne les signeriez pas. Donc, à bon entendeur, salut. Quelques mots pour finir sur le secteur de l'assurance, qui est peut-être, et à juste titre, le secteur régulé le plus strictement pour ce qui concerne l'accès au marché pour les entreprises des pays tiers. Évidemment pour une bonne raison, qui est la protection des assurés. Le cadre européen impose une obligation d'établissement pour les assureurs des pays tiers souhaitant fournir des services d'assurance à des clients européens. Et cela à de très rares exceptions près. Et là encore, en regardant de plus près les contrats vendus par les assureurs britanniques à leurs clients européens, en libre prestation de services, donc au titre des règles du marché intérieur, règles dont ils ne bénéficieront plus à partir du 30 mars, on constate à l'examen que la très grande majorité sont des contrats de très court terme. Et la très grande majorité, pour être clair, sont des contrats d'assurance voyage. Donc, du coup, on se détend un peu. Les portefeuilles de contrats transfrontaliers, les assureurs sont des gens sérieux. Par définition, ils gèrent leurs risques. Et donc, ils les ont transférés dans des entités agréées et sous licence européenne. D'ailleurs, la Fédération des assureurs britanniques s'est exprimée récemment dans la presse, je crois que c'était dans le Financial Times, pour dire qu'il ne voyait pas de sujet majeur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des... on sera sur une route chaoteuse, mais on n'est probablement pas dans le domaine du systémique. Et puis, il est aussi important de regarder plus loin. Alors, il y a une chose qui est tout à fait centrale, c'est d'être équipé pour gérer une sortie de l'Union sans transition. C'est ce que nous faisons. Les risques sont identifiés. Comme je vous l'ai dit, nous allons voir avec nos partenaires britanniques comment nous les gérons et s'il faut des mesures publiques et si oui, lesquelles. En tout cas, ces mesures, enfin, les outils pour prendre ces mesures existent. Et pour être honnête, on a tout le temps de les prendre. Donc, il faut que tout le monde se calme. Et puis, il y a la question du plus long terme. À terme, comme je vous l'ai dit, il me semble qu'il ne serait pas souhaitable que nous restions surdépendants de la finance britannique, mais nous allons rester interdépendants, comme nous sommes interdépendants avec les Américains. Et d'ailleurs, comme l'a dit Michel Barnier, je crois que c'était à Sofia il y a quelques mois, le système que nous avons en place, qui est un système dit d'équivalence, fonctionne à la satisfaction des acteurs de marché américains. Et donc, il n'y a pas de raison sur le long terme qu'il ne fonctionne pas à la satisfaction des acteurs de marché britanniques. Si on va avoir un peu de temps pour les questions, ça doit être le moment de conclure et de m'excuser pour ce long discours. Le déchangement géopolitique actuel me semble rendre plus nécessaire que jamais un marché des capitaux à la fois ouvert et autonome dans l'Europe à 27. Je pense que c'est les maîtres mots. Je pense que nous ne devons pas, et nous devons aussi lutter contre ceux qui nous dépeignent comme ça. Vous avez notamment aux États-Unis, les Britanniques vont quitter le marché, donc c'est le retour du dirigisme à la française, du capitalisme rénant, ça va être la rétractation, les marchés seront plus ouverts en Europe. Non. Évidemment pas. Ça serait contraire à nos intérêts les plus profonds. Mais nous devons regagner une autonomie. Aucune zone, notamment pas une zone qui a la puissance économique, commerciale et financière de l'Union européenne, n'accepterait d'être dépendant pour la gestion de ses risques systémiques et pour son financement d'une entité tierce. Et donc, autonomie et ouverture doivent être les deux piliers qui doivent guider notre politique future. Notre objectif étant de protéger les citoyens, les entreprises de l'Union, de soutenir la compétitivité de nos économies
et de tirer parti de la numérisation et de l'innovation. Voilà ce que je souhaitais vous dire en guise de conclusion. Et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, Marie Danser au journal La Croix. Vous avez évoqué la régulation financière impulsée par Michel Barnier après la crise de 2008. Donald Trump veut revenir sur la régulation financière américaine, dérégulée. Est-ce qu'il peut y avoir une possibilité de détricotage aux États-Unis et en Europe par ricochet? Et je voulais, une deuxième question, vous demander d'expliciter, vous avez dit, il n'y aura jamais assez de transferts publics en Europe en cas de choc asymétrique. Est-ce que vous pourriez expliciter un peu ce propos, s'il vous plaît? Merci. Bien sûr. Moi, je ne crains pas du tout que les États-Unis reviennent sur l'agenda de régulation. Alors, les États-Unis, l'administration actuelle, est revenue sur un certain nombre de mesures qui étaient des mesures idiosyncratiques américaines. Mais ils sont revenus, à ma connaissance, sur aucune des mesures de l'agenda de régulation du G20 que nous avons mis en place, qu'ils ont mis en place. Et quand vous regardez notamment leur régulation bancaire, malgré tout ce qu'on peut raconter en Europe, notamment pour les grandes banques internationales, elle est plutôt plus dure que la nôtre. Donc, ça, c'est un risque qui n'existe pas. Et le risque de contagion en Europe, par définition, n'existe pas non plus. Et le risque pour que de notre propre initiative, on décide de déréguler en Europe, ça, je pense que ça arrivera peut-être un jour, mais pour le moment, on n'a pas si mauvaise mémoire et c'est pas si loin qu'on le fera. En tout cas, ça ne se fera pas avec moi à la direction générale de la direction de stabilité financière. Ce qui est possible, parce que c'est comme tout, c'est quoi la régulation de 2008? C'est dans l'urgence de devoir combattre les brèches d'une trentaine d'années de dérégulation de la planète finance, qui a commencé sous Mme Thatcher et M. Reagan, qui s'est accéléré dans les années 90. Les années 2000, c'était la fête, et puis boum, badaboum, d'un seul coup, toute cette finance super créative qui crée de la valeur, on s'est aperçu d'abord que c'était un peu du vent, et puis deuxièmement que ça avait beaucoup de conséquences négatives sur l'économie réelle lorsque la bulle éclatait. Donc, on a réagi très rapidement, on a réagi dans l'urgence, dans la crise, comme dit Michel Barnier, le dos au mur. Et donc, il y a deux phénomènes qui peuvent s'être produits. La première, c'est qu'on ait surréagi, c'est même assez probable. Disons qu'on soit passé d'une régulation beaucoup trop lâche à une régulation peut-être excessive dans certains domaines. Et la seconde, c'est que quand vous produisez, quand vous régulez l'ensemble des services financiers en 5 ans, compte tenu du fait qu'ils sont tous différents, mais ils sont tous liés, quand vous touchez à la compensation centralisée, vous touchez à l'assurance, vous touchez à la banque. Quand vous touchez à la banque, vous touchez à l'asset management, etc. Donc, vous avez des cercles qui s'entrelacent. Et lorsque vous régulez un domaine, avec un focus sur ce domaine, vous avez des effets induits sur les autres. Vous voyez ça, quand vous faites ça 50 fois, le nombre des interactions est proprement stupéfiant. Et donc, les chances pour que là-dedans, vous n'ayez pas fait des dommages collatéraux non voulus sont très faibles. C'est la raison pour laquelle on a fait quelque chose qu'on appelle le call for evidence, c'est-à-dire on a demandé aux acteurs de marché, est-ce que vous pouvez documenter, on n'est pas intéressé à ce que vous nous refassiez votre lobbying, mais est-ce que vous pouvez nous donner, maintenant que ça commence à se mettre en place, des preuves concrètes d'interactions latérales négatives pour qu'on puisse les corriger? On en a eu quelques-unes et on les a corrigées. Et ça, on va continuer de le faire, naturellement. Mais au-delà de ça, il n'y a absolument aucune chance pour qu'on revienne en arrière de manière significative sur le cadre réglementaire. Sur les transferts, vous voyez bien qu'il y a une limite à l'acceptabilité dans l'opinion publique des contributeurs nets, pour faire simple les pays du Nord, à ce qu'ils financent par transfert public, par leur impôt, les autres. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas une nation.
En France, quand vous avez un déficit budgétaire, qui arrive encore de temps en temps, vous ne vous demandez pas s'il est plutôt dû à PACA qu'aux Hauts-de-France. Parce qu'on est une nation. En Europe, vous vous posez cette question. Et elle est même très pertinente. Et donc, il y a une limite politique à ce que vous pouvez faire avec des transferts publics. Alors, heureusement, les transferts privés, ils sont beaucoup plus puissants. Les investisseurs des pays cœurs, qui ont chez eux des taux d'intérêt très faibles, ils ont besoin de diversifier leurs investissements pour avoir des rentabilités acceptables. Et donc, il faut qu'ils investissent dans des pays où les taux d'intérêt sont plus élevés parce que les risques sont supérieurs. Pas excessifs, mais supérieurs. Et ça fournit des transferts privés. Aujourd'hui, ces transferts privés, ces transferts en capital, c'est-à-dire des gens d'Allemagne, pour être clair, qui investissent dans des entreprises en Italie, en Grèce, en Allemagne, au Portugal, en France. Ça se produit, mais ça ne se produit pas suffisamment. Et il faut que ça se produise plus. Une partie de la problématique de l'union des marchés de capitaux, c'est ça. Plutôt un des effets induits de l'union des marchés de capitaux, c'est ça. C'est qu'effectivement, si les capitaux peuvent être affectés d'une manière plus fluide et rationnelle au sein de l'Union européenne, en d'autres termes, si on a vraiment un marché intérieur financier, qu'on n'a pas, qu'on n'a jamais eu historiquement, eh bien, on aura des effets vertueux induits sur notre stabilité financière et sur notre croissance. Mais le moment auquel les gens du Nord, pour être clair aujourd'hui, et demain ça peut être le contraire, cesseront de se demander quelle est la partie de leur financement qui va chez les gens du Sud, il n'est pas arrivé, et il n'arrivera pas avant très longtemps. Donc la situation dans laquelle on ne se demandera plus si le déficit il est plutôt en PACA qu'en Hauts-de-France, ça arrivera peut-être un jour, mais ça m'étonnerait que je le voie de mon vivant, au moins administratif. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'équivalence. J'avais cru comprendre que l'Union européenne allait revoir la définition de ces règles pour essayer au moins de les harmoniser selon les différents métiers. Est-ce que c'est toujours d'actualité et qui a ça en charge? Est-ce que c'est l'Union européenne, c'est-à-dire donc les gouvernements nationaux? Est-ce que c'est la Commission, c'est les ESAS, etc.? Merci pour cette question, c'est important. Alors, nous le faisons, nous l'avons fait. Peut-être l'équivalence, il faut rappeler ce que c'est. L'équivalence, ce n'est pas que l'Union européenne exporte ses règles. Ce n'est pas qu'on demande aux autres d'avoir les mêmes règles que nous. C'est que nous avons le système, nous sommes les seuls au monde. Hein. Nous avons le système le plus ouvert du monde, de ce point de vue-là. Ce que nous demandons aux autres juridictions, si elles le souhaitent, c'est qu'elles nous demandent l'équivalence, si elles pensent que c'est utile pour leur industrie. Et l'équivalence signifie que nous sommes satisfaits que leur système réglementaire et la manière dont il est mis en œuvre, y compris dans la politique de supervision, produit des effets en termes de stabilité financière, d'intégrité du marché, de protection des investisseurs et des consommateurs, au moins équivalents aux nôtres. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas importer du risque systémique et aussi parce que lorsqu'on donne l'équivalence, bien souvent, on accepte que les acteurs de marché qui sont enregistrés dans ces juridictions puissent venir au sein du marché intérieur en restant supervisés par leur superviseur national. Et donc, évidemment avec des échanges d'informations, etc., mais c'est la raison pour laquelle il faut qu'on soit tout à fait certain qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. Et deuxièmement, ça veut dire qu'il y a aussi des accords, des MOU, avec nos superviseurs, avec les autorités de supervision européennes, etc., qui permettent de donner une effectivité à ces systèmes. C'est ça l'équivalence. Deuxièmement, l'équivalence, il y en a dans beaucoup de textes européens, et les conditions d'équivalence sont disparates. Alors parfois pour de bonnes raisons, c'est-à-dire que
Évidemment, les conditions d'équivalence dans le domaine de la compensation centralisée, ça ne peut pas être les mêmes que les conditions d'équivalence dans le domaine des bourses, par exemple, de par la nature de l'activité. Donc ça, c'est les disparités légitimes. Mais il y a des disparités qui sont simplement liées au fait que ça a été négocié à des moments différents, par des acteurs différents. Et donc, une fois on a fait comme ci, une fois on a fait comme ça, c'est bon pour personne, ça complexifie le système, ça rend plus difficile les négociations. Dans certains cas, on a exempté les banques centrales, dans d'autres cas, on ne les a pas exemptées. Enfin bref. Donc il y a un besoin de remettre tout ça en ligne et de ne garder que la disparité qui est nécessaire, qui est justifiée par les différences d'activité. Il y a aussi un besoin de rendre plus clair quelque chose qui n'était pas clair dans tous les textes, qui est que l'équivalence, ce n'est pas seulement que vous avez une très belle réglementation, c'est aussi que vous l'appliquez d'une manière satisfaisante et que c'est un concept continu. C'est-à-dire, ce n'est pas le radar. Vous n'êtes pas équivalent au moment où vous passez devant la commission et qu'elle dit clic-clac, c'est bon. Vous êtes équivalent tout le temps. Et si vous n'êtes pas équivalent tout le temps, on vous la retire, l'équivalence. Et vous allez voir assez prochainement que ce n'est pas une hypothèse d'école. Donc, ça veut dire que l'Union européenne, elle doit être en situation de faire un monitoring amical, hein, ce n'est pas une relation tendue. Et d'ailleurs, les autres font la même chose, parce que lorsqu'ils acceptent que nos acteurs de marché se baladent dans leur marché sous supervision européenne, ils veulent être confiants qu'on fait aussi le boulot. Tout ça, c'est normal. En fait, il n'y a pas 36 manières. Soit vous devez vous enregistrer partout et vous vous retrouvez avec une double, triple, quadruple, etc. supervision, soit on se fait confiance mutuellement. Ce que les Américains appellent substituted compliance, ce que le G20 appelle la déférence. Et nous, on appelle ça l'équivalence. Mais tout ça, c'est la même chose. Et donc, on a commencé à remettre en ligne tout ça. Dans certaines de nos équivalences, par exemple, il y a des exigences de réciprocité, et dans d'autres pas. Pourquoi ? Parce que l'esprit européen a évolué par rapport à ce concept. Il y a 5 ans, la réciprocité, c'était un truc d'affreux protectionniste, etc., etc. Maintenant, c'est plus banal. Et puis, très franchement, en matière de stabilité financière, d'exiger la réciprocité, c'est-à-dire, si ton système est assez bon pour moi, pourquoi est-ce que mon système ne serait pas assez bon pour toi ? Ça tombe quand même un peu sous le sens. Donc ça aussi, il faudra le remettre en ligne. Dans d'autres cas, nous avons vu à l'expérience que les systèmes d'autres pays étaient meilleurs que le nôtre. C'est le cas avec EMIR et la compensation centralisée. Nous avons encore aujourd'hui un système d'équivalence, point barre, avec ensuite enregistrement à l'ESMA, des CCP, des juridictions qui sont déclarées équivalentes. Les Américains ont un système beaucoup plus granulaire dans lequel ils regardent fonction par fonction, règle par règle, là où ils acceptent de nous faire confiance et là où ils n'acceptent pas. La proposition de refonte d'EMIR sur ce point que nous avons déposé et qui est sur la table des co-législateurs, en fait, elle adopte un système à l'américaine, avec un étage de fusée supplémentaire. Elle dit, pour tous ceux qui ne sont pas vraiment systémiques pour nous, on reste comme on est. C'est-à-dire, si on est content avec le système de régulation et de supervision dans l'État tiers en question, ça va très bien. Pourquoi ? Parce que le CCP qui est supervisé dans cet État, il n'est pas systémique pour nous. S'il a un problème, ça sera certainement un inconvénient pour vous, si vous avez des expositions sur ce CCP, mais personne ne va mourir en Europe. Donc, on peut être relativement relax. S'il est systémique pour nous, on passe dans la catégorie 2, et là, on passe dans un système à l'américaine. C'est-à-dire dans lequel on va dire, ah, ça c'est bon, ça, il va quand même falloir que vous veniez vous faire superviser aussi chez nous. Aujourd'hui, par exemple, nous fions à 100% à la CFTC, et la CFTC se fie à nos superviseurs à 50%. Pour vous donner une idée. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, contrairement à tout ce que j'entends dans la bouche des collègues américains, nous pensons que si cette législation est adoptée,
on aura plus et pas moins de confiance mutuelle. Parce que nous, on n'a pas l'intention d'être moins, de se fier moins à la supervision américaine. Et on pense qu'eux, ils auront une incitation forte à se fier plus. Et donc, au total, on aura un système plus fluide pour les acteurs de marché. Donc voilà, c'est tout ça ce qui est en jeu avec l'équivalence. C'est quelque chose de continu, c'est quelque chose qui n'est pas forcément lié au Brexit. Évidemment, il y a un impact du Brexit, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément lié au Brexit. Le Brexit, ça va simplement faire que, à partir du 30 mars, on aura un poisson encore beaucoup plus gros que tout ce qu'on n'a jamais eu dans notre bocal. Jusqu'ici, le poisson le plus gros, c'est les États-Unis. Et donc, il faut qu'on se pose la question comment on va traiter le très très gros poisson. Alors, je ne vous refais pas le speech, mais ça dépend si on a un accord de transition ou pas. Si on a un accord de transition, tout est beaucoup plus facile pour tout le monde. Ça, c'est tout à fait certain. C'est la raison pour laquelle je connais peu de gens qui ne sont pas en faveur d'essayer d'avoir un accord de transition. Parmi les nouvelles réglementations, si ça marche. Oui, on vous entend Parmi très les bien. nouvelles réglementations qui ont vu le jour au cours des 10 dernières années, un certain nombre ont concerné le rôle des agences de notation, leur enregistrement auprès de l'ESMA, etc. J'aurais souhaité savoir si vous considériez qu'on est aujourd'hui, sur ce sujet particulier, dans une situation satisfaisante. J'ai une deuxième question que je voudrais un peu concrète sur le rapatriement du marché de l'euro sur une place européenne. En pratique, est-ce que la Commission peut faire quelque chose ? Et puis une troisième question qui sort peut-être de votre domaine de compétence, je ne sais pas, qui est le sujet qui a défrayé la chronique récemment sur l'extraterritorialité des lois américaines, notamment lorsqu'elles imposent des sanctions à un État. Et on a vu de grandes entreprises européennes et françaises devoir sortir d'Iran pour pouvoir continuer à opérer aux États-Unis. Est-ce qu'il n'y aurait pas, dans une promotion beaucoup plus active de l'euro, des solutions ? Est-ce qu'en tout cas, c'est un sujet de réflexion ou non au sein des autorités européennes ? Alors, je vais commencer par votre troisième question, à laquelle je vais répondre de manière lapidaire. Oui, c'est un sujet de réflexion. Et si vous me le permettez, à ce stade, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur ce sujet-là. Puis alors, je remonte. Donc, les swaps en euros, c'était ça votre deuxième question. Alors, je vous ai dit que notre nouvelle proposition de réforme des équivalences sous émir, il y a un premier tiroir où on ne change rien, ça c'est ceux qui ne sont pas systémiques pour nous. Il y a un deuxième tiroir où on bouge à un système très proche de celui qu'ont les États-Unis aujourd'hui. Ça c'est pour ceux qui sont systémiques pour nous. Et puis il y a les potentiellement super systémiques, notamment pour des raisons de politique monétaire. Et cela, on prévoit la possibilité, avec un mécanisme un peu complexe qui associe la Banque centrale européenne, de rapatrier de manière autoritaire les transactions au sein de notre juridiction. C'est pas à moi de dire comment sera utilisée cette réglementation, si elle est votée, parce que pour le moment, elle ne l'est pas. Ça fait partie de celles dont on aimerait bien qu'elle atterrisse avant la fin de la législature. Mais évidemment, le simple fait qu'elle existe, on peut légitimement penser que ça pourrait permettre qu'elle n'ait pas à être mise en œuvre. Bon, par ailleurs, les transactions en euros en dehors de la zone euro doivent se refinancer. Je ne dirais pas non plus plus, parce que je ne suis pas banquier central, mais enfin, voilà. Donc oui, il y a des moyens de contrôler ça, si on veut. Les agences de notation, bon, d'abord, il y a un petit sujet à équivalence, puisque les notations sont reconnues pour autant que les agences soient établies dans l'Union européenne. Donc ça a effectivement amené nos amis des agences de notation, qui sont des gens prudents, à se réorganiser pour ce qui concerne leur notation européenne, ce qui n'était pas très compliqué pour eux, puisque pour au moins les grands, ils sont présents partout, donc c'était pas un sujet. Probablement qu'il faudra y revenir un jour. Pour être honnête, quand je regarde la masse des choses que j'ai devant moi,
me repencher sur la réglementation des agences de notation n'est pas ma priorité la plus immédiate. Voilà. Enfin, je n'exclus pas qu'on le refasse un jour. Moi, j'aurais aimé qu'on aille plus loin à l'époque. Je remarque quand même que chaque fois qu'il y a une petite agence de notation qui a du succès, elle se fait racheter invariablement par un des trois gros. J'avais proposé qu'on rende ça pas possible. Non pas qu'on empêche les fusions entre agences de notation, mais que si les petits veulent se racheter entre eux, c'est très bien, ou fusionner, mais qu'il y ait un moratoire sur la possibilité pour les gros de racheter des plus petits. Je n'ai pas été suivi, notamment parce que le commissaire à la concurrence de l'époque, M. Almunia, pensait que c'était contraire aux règles de concurrence. Je peux vous garantir que ce n'est pas contraire aux règles de concurrence. C'est même plutôt pro-concurrentiel. Mais donc, bon, voilà, faut pas pleurer sur le passé. On l'a pas fait, on l'a pas fait. On a quand même réglé quelques problèmes assez importants de conflit d'intérêts. Et on verra au moment où il y aura la clause de revue s'il y a lieu de changer quelque chose. Mais ce n'est pas très, très haut dans mon agenda actuel. Vous vouliez prendre la parole? Oui. Sur la réglementation bancaire, 10 ans après 2008, des économistes estiment que les établissements bancaires européens, notamment français, ne sont pas suffisamment capitalisés au vu de la taille de leur bilan et des risques systémiques. Donc, et les banques, elles, rétorquent qu'elles elles ont un problème de concurrence avec les établissements américains. Donc, où se situe la vérité entre ces deux positions? Justement, certains régulateurs appellent à des fusions bancaires transfrontalières. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous estimez que c'est prudent de lancer cette idée? Et enfin, sur la dette italienne, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la situation en Italie fait courir un risque sur l'union des marchés de capitaux? Merci. Je répondrai à votre troisième question par une pirouette. Je pense que la situation en Italie ne fait pas spécialement courir un risque à l'union des marchés de capitaux. Pas plus qu'à des tas d'autres choses. La capitalisation des banques, ça c'est intéressant, parce que je ne sais pas si vous avez en tête à combien étaient capitalisées les banques françaises en 2008. À peu près 3 fois moins qu'aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez des problèmes terribles qu'a subi la France au cours de la crise? Non, vous n'en souvenez pas parce que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas eu de crise bancaire en France. Et ils étaient capitalisés 3 fois moins qu'aujourd'hui. Donc, compte tenu de l'impact des ratios de capitalisation sur des tas d'autres choses, comme la capacité, par exemple, à prêter à des gens comme vous ou à des gens comme moi, avant de décider qu'il faut significativement relever les minima réglementaires qui ont déjà été très très relevés, et puis les marchés en ont rajouté une couche en demandant des niveaux encore plus élevés, je pense que je vais y réfléchir à 2 fois, d'autant plus que dans le même temps, on a obligé les banques à détenir beaucoup, beaucoup plus d'obligations juniors pour éponger leurs pertes au cas où elles devraient être résolues. Et donc, on se retrouve avec des bilans aujourd'hui dans lesquels la structure des passifs est extrêmement différente et beaucoup plus solide qu'elle était en 2008. Et je rappelle qu'en 2008, dans les pays dans lesquels on ne faisait pas complètement n'importe quoi sur la finance de marché et où les superviseurs étaient sérieux, comprenez la France, il n'y a pas eu de très gros problèmes. Il y a eu d'énormes problèmes au Royaume-Uni, il y a eu d'énormes problèmes en Irlande, il y a eu d'énormes problèmes aux États-Unis qui ont été exportés chez les copains. Mais il n'y a pas eu de crise bancaire en France. Et encore moins de crise bancaire endogène, par exemple. Alors, ça ne veut pas dire que les niveaux de capitalisation qu'on avait atteints étaient adéquats, ils ne l'étaient pas. Il fallait les relever, on l'a fait. Je l'ai fait sans aucun état d'âme. Je suis convaincu qu'il fallait le faire. Je pense qu'on est maintenant arrivé à un niveau de ressources en général, capitalisation et dette, auquel, avant de demander plus, d'une manière en tout cas indistincte, il faut se demander si c'est nécessaire. Parce que vous savez, avec les niveaux de capitalisation, bien sûr que vous réglez vos problèmes, notamment vous réglez vos problèmes d'exposition non performante. Sauf qu'en France, par exemple, il n'y a pas de problème d'exposition non performante.
Elles sont très faibles. Mais vous le réglez d'une manière assez peu granulaire. C'est-à-dire que, bien sûr, si vous mettez des grosses couches de capital au cas où vous auriez des pertes, vous savez, vous êtes trésorier d'entreprise, donc chez vous, c'est la même chose. Bah, oui, vous allez absorber les pertes, mais ce n'est pas la manière la plus efficace, en tout cas dans une banque, d'utiliser votre capital ou vos ressources. Donc il faut le faire. Et puis à un moment, il faut se demander si, au lieu de continuer à gonfler son passif, on ne devrait pas travailler sur la qualité des actifs. Et c'est là qu'on est aujourd'hui, notamment en Italie, où là, il y a des taux d'exposition non performantes plus importants qu'en France, et où la question, c'est, un, comment ils sont provisionnés, parce que si vous voulez arriver à réduire vos taux d'exposition non performantes, votre stock, tout un tas de mesures pour ne pas recréer du stock. Mais si vous voulez réduire votre stock, il y a un certain nombre de manières de faire, mais la manière la plus simple, c'est quand même de le vendre, de le sortir de votre bilan. Pour le sortir de votre bilan, il faut qu'il y ait un marché. Et pour qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait un prix auquel vous puissiez le vendre sans que ça vous fasse plonger en dessous de vos minima réglementaires, et un prix auquel quelqu'un accepte de l'acheter. Et ça postule du côté du vendeur que ça soit provisionné d'une manière à peu près correcte, et du côté de l'acheteur qu'il ait une possibilité raisonnable d'accéder à un collatéral d'une qualité honnête. En d'autres termes, s'il hérite de l'hypothèque sur un bien immobilier, il ne faut pas que ça lui prenne 15 ans pour accéder au collatéral, par exemple. Et donc c'est surtout, si vous voulez mon avis, si on veut terminer de stabiliser le système bancaire européen, il vaut mieux travailler aujourd'hui sur ces sujets-là que de remettre une couche de 3% supplémentaire de capital au passif. Ce que d'ailleurs, au comité de Bâle auquel je siège et dans ces endroits-là, aujourd'hui, personne ne pense. On vient de finir Bâle 3 pour le côté trading book, et on est en train de terminer la négociation aujourd'hui au Conseil et au Parlement, elle sera finie, j'espère, avant la fin de l'année. Et puis, la surprise du chef, c'est que début 2020, on va venir avec la toute fin, qui est le banking book. Et dans le banking book, qu'est-ce qu'on fait notamment ? Eh bien, on a limité pour les grosses banques l'utilisation des modèles externes afin d'avoir des structures beaucoup plus... Et ça va avoir un effet mécanique sur les niveaux de capital. Parce que les modèles externes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vous permettent d'abaisser vos niveaux en capital, puisque vous définissez des niveaux de risque très bas pour certains types d'actifs. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a, en termes d'une longue négociation, on a décidé d'avoir des planchers pour ce que peuvent faire ces modèles internes. Et une des conséquences, ça va être mécaniquement de remonter les niveaux de capital. Mais de là à décider de renforcer le Core Equity Tier 1, ce n'est pas non plus au top de mes priorités actuelles. Pour être honnête avec vous, je pense que la prochaine crise, comme toujours, ne viendra pas du même endroit que la dernière. Oui, si je peux me permettre. Bonjour. Une des sources que beaucoup considèrent comme un risque à la stabilité financière et à la continuité des contrats, c'est le remplacement des taux de référence sans risque, dit sans risque, EONIA, Euribor. J'aimerais avoir votre sentiment sur le progrès et les progrès qui ont été faits, notamment avec le groupe de travail de la BCE, et aussi dans un cadre plus international, puisque ceci affecte aussi les taux dans d'autres pays, dans d'autres devises. C'est une très très bonne question. Donc la Commission participe à ce groupe de travail, essaye de trouver une sortie pour Euribor. Alors, le problème de Euribor, c'est un problème tout simple, c'est qu'on a de moins en moins de contributeurs. Et puis accessoirement, on a de moins en moins de contributeurs de taux réels. Et on a vu avec l'affaire du Libor les inconvénients que pouvaient avoir les taux déclarés. Et donc, il faut trouver une sortie, et on y travaille. On a une échéance qui est claire, qui est 2021. Et moi, je suis assez confiant qu'on trouvera une solution. Après, ça ne dépend pas uniquement de l'échelon européen. C'est parce que certains pays
ont une surdépendance à l'Euribor parce qu'ils l'ont référencé dans toute leur législation nationale. C'est notamment le cas de l'Espagne. Et donc, on est en contact avec les autorités espagnoles parce qu'il faut que les deux avancent ensemble. C'est-à-dire que ça ne suffit pas que nous, on règle la question de l'Euribor soit par un successeur, soit par une pérennisation, si de leur côté, les Espagnols ne s'adaptent pas. Mais bon. Là, on a une très bonne relation avec les collègues espagnols, donc j'ai toute confiance. Qu'est-ce qu'on fait si on doit lever des milliards pour financer notre économie d'entreprise? Et la deuxième chose, c'est on a tous des lignes de crédit syndiquées, qui sont les fameuses lignes de baquette pour l'électricité. La plupart sont mélangées avec du droit anglais ou du droit français, ou en tout cas des contreparties. Qu'est-ce qu'il fait si l'année prochaine on tire sur ces lignes et qu'on nous dit ah bah écoutez, désolé, pour cause de Brexit, l'argent n'est pas disponible. Je suppose que le vote du Brexit ayant eu lieu il y a plus de 2 ans, en trésorier d'entreprise prudent, vous êtes préoccupé de cette question depuis un certain temps déjà. Et que donc vous avez fait faire une expertise juridique qui probablement vous aura dit qu'il n'y a pas de question, il n'y a pas de problème de continuité des contrats. Et s'il y en a un, c'est relativement facile à régler, il faut modifier l'architecture du contrat. Et donc j'imagine que vous l'avez fait aussi. C'est en tout cas pas a priori des sujets que nous entendons couvrir. Alors après, si on a loupé quelque chose, ou que, probablement que vous avez loupé quelque chose collectivement, et qu'il faut intervenir en urgence, on aura les moyens de le faire. Mais en principe, c'est typiquement le type de risque qui doit être analysé et géré par les entreprises. Donc, encore une fois, il n'y a pas de problème de continuité des contrats. Le droit britannique, il va continuer d'exister. Dans tous les domaines pour lesquels il n'y a pas d'enregistrement et de licence obligatoire, il n'y a rien qui change. Parce que dans ces domaines-là, les États tiers sont traités comme les États membres. Donc il n'y a aucun problème. Dans le cadre de vos couvertures de risque, par exemple, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, honnêtement, si les contreparties sont disons, non européennes et que le contrat est booké à Londres, nous, notre analyse, c'est que il y a quelques événements de life cycle qui peuvent être éventuellement affectés. La plupart, enfin la performance du contrat, l'exécution du contrat, en principe, elle n'est pas affectée. Le droit britannique existe toujours, les cours britanniques existent toujours, les attributions de juridiction qui sont dans tous vos contrats existent toujours. Bon. Comme les financiers sont des gens prudents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quand même rebooké sur le continent. Voilà. Après, c'est une question pour vous de gérer vos risques. Donc, j'imagine que la question que vous me posez, vous l'êtes posée il y a déjà un certain temps, que vous avez obtenu des éléments de réponse technique et que vous avez pris les mesures en conséquence. Je vais être obligée d'interrompre. Ça marche. Un grand merci. Merci beaucoup. Je propose qu'on applaudisse. Et comme il reste des questions sur le Brexit, je propose aux membres de l'AFTE de venir nous retrouver le 11 octobre. Nous avons une réunion où nous échangeons justement sur tous les sujets en continu sur le Brexit. Je vous souhaite une excellente journée à tous.